Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT du droit du travail, ou devrais-je dire du droit du télétravail, puisque c'est notre sujet du jour. Bonjour Pascal Pétrel. Bonjour. Vous êtes associé fondateur du cabinet Pétrel et Associés. Le télétravail nous a un petit peu tombé dessus avec le Covid, même si certains le pratiquaient déjà avant, parfois depuis très très longtemps, mais là, tout le monde télétravaille ou tout le monde veut télétravailler et c'est pas simple en l'état actuel du droit. Alors d'abord, quelles sont les règles et lois applicables au télétravail dans notre pays à la date de l'enregistrement de cette émission, c'est-à-dire nous sommes en juin 2023. Alors, comme vous l'avez dit, le télétravail a été un peu accéléré avec le Covid, puisque tout le monde s'est retrouvé à la maison, et dans un contexte particulier, puisque c'était tiré de l'urgence. Donc, par les ordonnances Macron, le télétravail était uniquement unilatéral sur l'initiative de l'employeur contrainte par le gouvernement, et sans filet juridique. Même si, antérieurement, il y avait déjà un accord national interprofessionnel et des dispositions légales sur le télétravail. Vous voulez dire que ça a créé des sources de conflits et même des contentieux ? Non, pas trop de contentieux. Non. À l'époque, il y a eu surtout la question, la prise en charge des frais, mais qui a été très vite résolue par le gouvernement dans le cadre de ses prises de position. Le chauffage, la connexion à Internet, enfin, c'est une liste à l'après-vert quand on y réfléchit. Exactement. La chaise et le bureau. Si ce n'est que depuis la sortie de la crise sanitaire, on a retrouvé les règles applicables et aujourd'hui, sauf à effectivement être dans ce que l'on appelle le télétravail occasionnel, le télétravail doit être cadré juridiquement. Et il est cadré juridiquement soit par un accord collectif, soit par une charte de télétravail. D'accord. Quelles sont les obligations alors de l'employeur en matière de télétravail en l'état des règles valables à ce jour ? Les règles du télétravail, c'est le Code du travail et un nouvel accord national interprofessionnel de novembre 2020 signé par les partenaires sociaux, étant précisé qu'il y a un texte européen qui effectivement est en cours de mise en œuvre sur notamment le télétravail transnational dont on attend la signature aussi de la France. Alors, quelles sont les obligations de l'employeur ? À quoi s'oblige-t-il vis-à-vis de son salarié ? Et d'ailleurs, à quoi le salarié s'oblige vis-à-vis de son employeur ? Il s'oblige au regard des dispositions qui sont contenues dans l'accord collectif ou la charte, sachant que, quoi qu'il en soit, le contenu de ces accords ou chartes sont quand même cadrés par le dispositif légal que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, il y a des dispositions impératives que doivent contenir les accords ou les chartes. Mais si on rentre dans le détail, très concrètement... Je parle de l'organisation du travail, de la transmission des tâches, du pointage de l'effectuosité des tâches. Alors, il faut distinguer l'opérationnalité du cadre juridique. Ouais. Je vais rappeler quelques règles, puisque le télétravail doit reposer au préalable sur ce que l'on appelle un principe de double volontariat. Autrement dit, aussi bien l'employeur que le salarié doivent être volontaires sur le sujet. Donc, si l'employeur ne le veut pas, le salarié ne peut pas imposer du télétravail à son employeur. Sauf qu'aujourd'hui, dans le cadre d'un entretien de recrutement, la question, avant c'était les tickets restaurants, c'est est-ce qu'on peut télétravailler ? Et aujourd'hui, bien malin l'employeur qui dit non, on télétravaille pas, sauf quand on est boulanger ou évidemment bûcheron, mais ça c'est une autre histoire. On est d'accord, c'est-à-dire que aujourd'hui, ça fait partie de la panoplie du recrutement, puisque effectivement c'est un vecteur d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc inévitablement, dans une campagne de recrutement, les employeurs vont se faire solliciter sur la possibilité de télétravailler. Il y a des métiers d'ailleurs où on ne s'attendait pas à la possibilité de pouvoir instaurer du télétravail. Je pense même à des métiers artisanaux et en fait finalement, sous la contrainte du Covid et du bon sens, on s'est dit bah oui, même celui-là, on va lui permettre de ramener son travail de façonnage de sac à main à la maison par exemple. Alors, attention, je pense qu'il faut quand même distinguer certains métiers, puisqu'il y a des métiers qui ne peuvent absolument pas se concevoir en télétravail. En revanche, la période de Covid a accéléré la mise en œuvre du télétravail pour des emplois pour lesquels les employeurs éventuellement n'avaient pas perçu l'intérêt ou en tout cas avaient un certain frein à la mise en œuvre, considérant qu'ils pouvaient perdre le contrôle de leurs salariés. En fait, c'est le mot sur lequel on peut insister dans ce JT du droit du travail, c'est perdre le contrôle sur le salarié. Qu'est-ce que la loi, les règles, le bon sens permettent d'éviter en matière de perte de contrôle ?
Bon, de toute façon, aujourd'hui, avec les outils technologiques, on a quand même la possibilité, je dirais, de contrôler la connexion de ces salariés, puisque quand on parle du télétravail, inévitablement, ils ont au minimum un ordinateur. Donc, s'ils ont un ordinateur, on a la possibilité, par le biais technologique, de contrôler la connexion et la déconnexion. C'est déjà, et d'ailleurs, dans le cadre des chartes ou des accords, c'est des dispositions qui sont prévues et qui permettent effectivement, notamment aux employeurs, surveiller que le salarié est effectivement en opérationnalité, même à domicile. Oui, mais on s'est connecté, on s'est déconnecté du compte sécurisé de l'entreprise. Mais après, est-ce qu'on va jusqu'à compter le nombre de frappes au clavier ? Dans mon métier, il y a quelques années, il y a même de très nombreuses années, il y avait un grand quotidien parisien où on avait installé un logiciel qui comptait le nombre de fois où les touches étaient frappées sur le clavier, et le rédacteur en chef convoquait les journalistes sur cette base-là. Alors, je dirais qu'on a un peu changé quand même la méthodologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on compte déjà quand même sur la responsabilisation individuelle qui n'échappe pas au contrôle potentiel. De plus, l'employeur, et moi je l'ai mis en œuvre dans les chartes ou les accords, peut réaliser des audits ponctuels pour vérifier que effectivement les installations sont bien conformes, que le salarié est bien en opérationnalité professionnelle, et puis il peut lui arriver aussi, accessoirement, d'exercer son contrôle à distance pour vérifier que le salarié est bien en train de travailler et non pas effectivement en train de satisfaire à ses obligations personnelles. Est-ce que un des moyens, c'est de surveiller, d'auditer en volumétrie la messagerie mail, les messageries professionnelles? Est-ce que ce sont des outils qui permettent de mesurer la disponibilité et l'implication du salarié? Je dirais que surtout le levier, c'est la capacité managériale. Donc le manager qui a effectivement un certain nombre de ses collaborateurs en télétravail doit s'assurer de l'opérationnalité de ses collaborateurs en télétravail, et il mesure ça aussi au regard des tâches qui sont assignées et des délais et des projets qui sont en œuvre. Si on est très concret, pour rentrer dans le détail de ce que l'on connaît tous, c'est pas la même chose d'avoir un collaborateur qui est à son bureau, qu'on va voir physiquement et à qui on pose une question et qui répond à cette question, ou bien de poster un message dans une messagerie et de potentiellement ne pas avoir la réponse dans la journée, peut-être même le lendemain, en se demandant mais tiens, pourquoi il n'a pas lu mon message, pourquoi il n'y a pas répondu ? Tout dépend de la manière dont, je vous disais tout à l'heure, le manager exerce ses prérogatives. C'est-à-dire que pour moi, le télétravail ne change pas la méthodologie. C'est-à-dire que quand on est sur site, il y a des urgences et il y a des choses qui peuvent se faire dans un délai utile. Donc, dans le télétravail, c'est la même chose. C'est-à-dire que on fixe des priorités. Ces priorités doivent être respectées. Et ensuite, dans le calendrier prévisionnel des tâches, le manager doit assurer le suivi et le pilotage et doit effectivement avoir la restitution de ce qu'il a demandé. Est-ce qu'il y a des salariés qui ne sont pas capables de télétravailler parce que dès qu'ils sont plus dans l'entreprise, eh bien, ils sont tellement tentés par le réfrigérateur, la télévision, les enfants et le soleil dehors que leur productivité s'effondre? Je crois pas qu'il y ait un effondrement de la productivité, puisqu'il y a un intérêt réciproque pour le salarié et l'entreprise. Donc, je crois pas que les salariés aient intérêt à effectivement vicier le système en se préoccupant de leurs obligations personnelles plutôt que de se consacrer à leurs tâches. Non, je crois que... Et puis, je vous rappelle qu'il y a quand même une réversibilité potentielle. Donc, le salarié qui viendrait effectivement manquer à ses obligations, l'employeur a la faculté de remettre en cause directement la faculté pour le salarié de télétravailler. Alors, est-ce que cette remise en cause doit être motivée? Est-ce que on doit verbaliser ou écrire que les temps de réaction sont moins bons, que les projets avancent moins vite? On va pas aller jusqu'à ce degré de détail dans l'accord collectif ou la charte de télétravail, mais on va indiquer le principe de réversibilité. On peut en préciser éventuellement les causes, puisque par nature, il peut s'agir d'une urgence qui intervient sur site et à ce moment-là, on remet en cause le télétravail pour le salarié concerné. Ça peut être effectivement des causes externes aussi qui sont liées à des absences simultanées qui peuvent intervenir sur site et qui nécessiteraient à ce moment-là que le salarié revienne sur le lieu de travail. Donc, on peut illustrer d'exemples, mais on va surtout marquer le principe de la réversibilité et en particulier s'il y a manquement aux obligations professionnelles, là, il est impératif effectivement d'exercer le pouvoir de réversibilité pour avoir une certaine contrainte sur le salarié. Un mot sur cet aspect télétravail. Qui dit télétravail dit distance. Et là, dans la note que j'ai préparée,
il n'est pas mentionné de distance idéale ou acceptable. Je parle bien évidemment de ce grand rush vers les maisons de campagne, tous ces urbains qui sont allés s'encanailler à la campagne et découvrir comment on arrache les carottes, et que certains employeurs trouvaient être un petit peu trop loin à leur goût. Pendant le Covid, on va dire qu'il y a une certaine flexibilité puisque par nature, on avait un contexte particulier. Aujourd'hui, dans le cadre de la sortie du contexte covidaire et notamment au regard de la rédaction des chartes de télétravail ou accords collectifs, on vise quand même à avoir une certaine contrainte sur le salarié en lui demandant de ne pas s'exiler à une certaine distance du lieu du siège social, puisque si on a besoin effectivement, notamment lors d'une urgence, de le voir rapatrié, il faut effectivement... Mais ça, c'est écrit noir sur blanc, c'est-à-dire... C'est écrit effectivement noir sur blanc. Est-ce que c'est écrit en mode on doit télétravailler de chez soi ou on n'a pas le droit de l'imposer? De toute façon, il est expressément mentionné dans l'accord collectif ou la charte de télétravail le lieu où le salarié doit effectivement se situer pour exercer son télétravail. Et si on lui autorise éventuellement, on va dire une certaine souplesse en la matière, on doit l'encadrer. Est-ce que c'est une faute de ne pas être à l'endroit où on a prévu? Ça sera une faute. Si effectivement on l'a encadré, ça sera une faute. Et on doit notamment l'encadrer au regard de ce qui a été quelques épisodes où une interrogation d'ailleurs s'est posée, où des salariés télétravaillaient à l'étranger, par exemple. Oui, parce que le télétravail à l'étranger pose d'autres difficultés qui sont liées notamment à l'assujettissement social et à l'imposition. Donc, j'ai le droit de télétravailler, je dois télétravailler de chez moi, mais si je veux partir 2 jours, le jeudi et le vendredi, pour coller au week-end chez mes beaux-parents, il faut expressément que j'en informe mon manager et qu'il m'en donne l'autorisation. Exactement. D'accord. L'aspect purement sécuritaire des outils informatiques, dans plein d'entreprises, pour des raisons évidentes, la cybersécurité est au centre des préoccupations. On télétravaille, mais on télétravaille dans un cadre très contraint où la connexion à Internet personnelle a été auditée par le service technique. On a un VPN, on a tout ça. Il faut savoir quand même que le télétravail nécessite quand même qu'on ait un espace de travail qui soit propice à l'exercice d'une activité professionnelle. Ouais, c'est une obligation de l'employeur. Ce qui fait que le salarié a donné toutes les informations utiles pour définir l'espace où il exerce son activité et qui permet à l'employeur de lui installer, puisque c'est son obligation de lui fournir les équipements, tous les matériels nécessaires au bon accomplissement. Donc si il se déplace du lieu délocalisé où on l'a autorisé à télétravailler, il manque à ses obligations, d'autant plus que l'employeur est en droit quand même d'auditer que cet espace est bien conforme aux objectifs qui sont assignés à l'exercice d'une activité professionnelle. Parce que c'est aussi de sa responsabilité, puisque je vous rappelle quand même que l'employeur est garant des conditions de travail et de la sécurité de ses salariés. Un petit mot rapide sur les espaces de coworking qui eux aussi sont à la mode, enfin c'est assez fluctuant, mais on peut aussi être autorisé à télétravailler, non pas de chez soi, mais dans un espace de coworking. Ça peut être une autre forme, effectivement, de télétravail. Au lieu d'avoir un espace dédié à son domicile, on autorise le télétravail dans un espace coworking expressément dédié à l'exercice d'une activité en télétravail. Pour conclure, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, en 2023, que le télétravail est durablement et solidement installé dans la relation employeur-salarié et qu'on a presque déjà tout vu, ou il y a encore de grosses évolutions à attendre? Non, je crois pas qu'il y aura de grosses évolutions, puisque je pense que le Covid a accéléré le processus et que je pense que le télétravail est bien établi et durablement, puisque ça participe aussi, comme je le disais, d'un équilibre entre l'exercice d'une activité professionnelle et la vie privée, et qui, dans le cadre bien compris de réciprocité et de la qualité de vie au travail, participe d'une bonne entente entre les parties. Au passage, et pour conclure, est-ce que le télétravail, par exemple, le 100% télétravail peut être un argument qui vient compenser une rémunération moindre par rapport à un poste? Non. Je crois pas, parce que 100% de télétravail, je pense que les salariés ont quand même besoin de sens dans leur exercice d'activité professionnelle, et l'isolement total, je crois pas que ça soit leur volonté. Merci infiniment Pascal Petrel. Je rappelle que vous êtes donc associé, fondateur du cabinet Petrel et Associés. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine et ce sera pas en télétravail.